Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver une nouvelle fois aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui sur le thème de la robotique collaborative. Voilà. Je suis Frédéric Grelier de la société ERM, je suis le responsable marketing de la société et je suis accompagné aujourd'hui de nos deux super conférenciers qui sont Pascal et Olivier, donc, qui vont mener un petit peu ce webinaire. Respectivement, je les présente très rapidement. Pascal est ingénieur généraliste avec une spécialité tout de même sur toutes les nouvelles technologies, l'intégration des nouvelles technologies, et en particulier des robots collaboratifs et usine 4.0. Et Olivier Bertrand, qui est ingénieur au bureau d'études de la société d'Intuition Automatisme. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, et qui est également Bonjour. De la robotique. Alors juste moi, en termes de fonctionnement, ce que j'aimerais vous dire, vous avez des petits boutons sur votre écran. Je prends de la gauche vers la droite, vous avez QR, lever la main et converser. Donc QR, ce que je propose, c'est de le garder, essayer de le garder pour poser vos questions. Donc au fil de la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit. Pour le bon déroulé, je regarderai si la question, on peut la poser direct. Le but n'étant pas de finir non plus trop tard. Peut-être qu'on réservera toutes les questions-réponses pour la fin du webinaire. Ensuite, vous avez un autre petit bouton qui est tout à fait à droite, qui est converser. Ça vous ouvre un petit chat. Et donc là, vous pouvez vous adresser à tous les conférenciers, et participants. Vous avez un petit menu déroulant qui vous permet de choisir la destination. Également, vous voyez sur votre écran, donc sans caméra, Hugo, Laurence et Lionel. Donc, je vous ai dit Pascal, qui est technico-commercial, c'est tout l'enseignement supérieur, université, école d'ingénieurs UT, et Hugo, Laurence et Lionel, eux, sont sur les lycées. Alors, je dis Hugo, Lionel, Laurence, il n'y a pas de préférence, mais c'est dans l'ordre où ils apparaissent sur mon écran. Donc Hugo s'occupe du Grand Est de la France, de l'Île-de-France, des Hauts-de-France et de la Région Centre pour tout ce qui est lycée. Laurence Moulac s'occupe de tout ce qui est Auvergne-Rhône-Alpes, la région PACA, l'Occitanie, ainsi que nos territoires d'outre-mer, département et territoires d'outre-mer, pardon. Et Lionel, quant à lui, s'occupe du Grand Ouest, donc de la partie partant du haut de la Normandie jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc n'hésitez pas à les solliciter pour toutes les questions commerciales. Voilà, donc ce webinaire va être est donc en train d'être enregistré. Il est diffusé également sur notre plateforme, sur notre chaîne YouTube. Et ensuite, il sera donc disponible pour être revisionné sans aucun problème avec vos élèves, vos apprentis et vos étudiants. Voilà, en ce qui me concerne, je pense avoir fait le tour et voilà, nous sommes 65 et je crois que je vais pouvoir laisser la parole à Pascal et à Olivier sur cette présentation de la robotique collaborative. Voilà. Encore une fois, merci pour votre participation. Merci Frédéric. Merci Fred. Introduction. Du coup, je vais prendre le relais. Aujourd'hui, on a choisi de faire un premier webinaire sur la robotique collaborative, ses applications. Alors, en une heure, on ne pourra pas couvrir la totalité du domaine. Donc, pour un premier webinaire, on va se concentrer sur les grandes lignes, l'essentiel de ce qu'on peut dire, on va dire ça comme ça, avec nos expériences individuelles et de l'entreprise. Donc, on ne rentrera pas forcément dans le détail de la programmation, de certains aspects très techniques. Je pense que ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Peut-être que d'autres webinaires en feront l'objet. Aujourd'hui, on va vraiment essayer de donner notre point de vue sur la
sur la robotique collaborative et ses applications. Du coup, Fred nous a présenté, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, au niveau du déroulement du webinaire, on va rapidement faire un tour d'horizon de la robotique industrielle parce que c'est bien de rappeler dans quel contexte on se situe. Ensuite, on va aborder la robotique collaborative. On va essayer d'illustrer les distinctions qu'on peut noter entre la robotique collaborative et la robotique industrielle. On se penchera plus précisément sur l'aspect sécurité qui est pour nous un très gros morceau, un très gros chapitre de la robotique en général et de la robotique collaborative encore plus. C'est une de ses raisons d'être. Ensuite, on vous montrera on vous parlera de quelques cas d'application où la robotique collaborative se prête vraiment à l'intégration et où c'est peut-être un peu plus compliqué pour de la robotique industrielle. Et ensuite, on parlera de nos expériences, de ce qu'on a déjà fait, nous, sur des robots collaboratifs, des robots collaboratifs sur lesquels on a déjà travaillé, et puis on passera aux questions-réponses. Je pense avoir fait le tour. Alors voilà, pour commencer le tour d'horizon. Alors la robotique industrielle, qu'est-ce que c'est? C'est toujours un outil de production, je te rappelle. Et bon, pourquoi on en est venu un peu à la robotique collaborative dans l'industrie? Bon, il n'y a pas trop de secret. Hein. On s'est rendu compte que les machines faites sur mesure pour une fonction donnée, elles étaient un peu trop rigides et l'apport de flexibilité est une des premières raisons au développement de robots. Ensuite, on a augmenté un peu les cadences, les capacités de précision, les capacités de répétabilité sur ces machines-là, en gardant la souplesse qui était initialement demandée. Et un autre point important est que quand sur une usine, sur une ligne de production, on a 25 machines avec 25 machines différentes, toutes équipées de composants particuliers à maintenir, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de stock à avoir, c'est très compliqué. Si on peut avoir 10-15 robots identiques avec juste des outils un peu différents pour assurer des postes différents, on se doute bien que la maintenance, elle est nettement facilitée par ce procédé. Et du coup, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, par exemple, dans l'industrie automobile, on voit des lignes avec beaucoup de robots très similaires qui ont des opérations très différentes. Ça impacte énormément le coût d'entretien d'avoir que des machines différentes à utiliser. Olivier, si tu veux intervenir, tu te gênes. Ouais. Alors, le maintenance rapide, là, ce point-là, c'était, je ne sais plus si c'était par rapport à la robotique collaborative qu'on avait ajouté. Bon, ce n'est pas toujours forcément le cas, il ne faut pas se focaliser là-dessus. En tout cas, la robotique, Pascal en a parlé, c'est effectivement de la flexibilité. Là, nous, par exemple, on a une ligne de production donc, que vous connaissez peut-être si vous êtes client de RM, où une étape de la production étant de regrouper les produits avec les contenants, c'est-à-dire des cartons, des barquettes, des choses comme ça, des choses qu'on peut voir dans les lignes de production. L'idée est finalement c'est une machine qui est faite un peu sur mesure. Dès qu'on veut changer un point dans le programme ou mécaniquement changer quelque chose, c'est plus compliqué que si on met un robot. Un robot, voilà, on va réapprendre des points assez rapidement. Donc on n'aura pas à changer toute la mécanique de la machine pour faire cette étape. C'est ça qui est pratique en robotique industrielle. Et l'exemple qu'on a pris, c'est notre RE50, le regroupement encaissage qui a été décliné dans une version robotisée, ce qui apporte quand même quelque chose en plus, du point de vue rapidité de développement. Et de la souplesse. Ouais. Et donc, cette machine-là, bon, on en a une illustration ici
un peu plus détaillée, hein. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'elle fait exactement du programme. C'était pour surtout que vous ayez une idée de ce à quoi ça ressemble, un robot industriel. Pour pour les gens qui nous ont rejoints, qui ne sont peut-être pas forcément à l'aise avec ça. Un autre exemple qu'il peut y avoir alors, dans la robotique industrielle, alors là pour l'instant on ne parle pas de cobo, on est d'accord, mais c'est de la production toujours robotisée. Donc là il s'agit d'une cellule qu'on a faite à l'ENSAM de Paris. C'était une machine spéciale, donc sur mesure, ce n'était pas de la série comme le Aerodisc qu'on a pu voir juste avant. Mais donc il s'agit de prendre des brutes à usiner sur une zone de débraquage à l'aide d'une caméra, et on vient charger ça dans les différentes machines pour à la fin obtenir un assemblage fini entre deux pièces usinées de part et d'autre. Et Pascal, je crois que je te laisse parler sur du CM10. Bon, donc un autre axe de développement sur lequel a travaillé ERM, fait toute l'équipe de ERM et donc des produits qu'on propose, c'est les robots d'usinage. Donc c'est une grande tendance aujourd'hui. Donc on reste sur la robotique industrielle, hein. Donc on a des robots qu'on utilise pour usiner. On ne cherche pas la précision comme sur une machine d'usinage traditionnelle. Par contre, l'apport de ces robots, c'est qu'en général, ils sont plus souples, ils ont une grande envergure de travail, donc on peut travailler sur des pièces très volumineuses et en même temps, ils sont reconfigurables, ils intègrent les 6 axes directement de par leur aspect cinématique, de par leur mécanique, j'allais dire. Et du coup, on peut tout de suite travailler sur des pièces de forme très complexes avec une seule et même machine facilement. Après, on peut aussi toujours, par exemple pour le travail du bois, bon, là, on n'illustre pas trop, mais on peut très bien changer d'outil à volonté, exactement comme sur une machine traditionnelle, sauf que sur une machine vraiment axée sur l'usinage de petites pièces, vous n'allez pas pouvoir derrière faire un buste. La photo qu'on voit en bas de l'écran, on usine des bustes qui ont été scannés à l'aide d'un scan 3D. Voilà, vous aurez pas mal de difficultés à faire et de la petite pièce très précise et des bustes et des formes géométriques assez grandes, du design sur une machine, sur une petite machine d'usinage, ce que vous ferez avec un robot. L'autre aspect, c'est qu'en termes de coût, si on compare à une machine 5 axes traditionnelle d'usinage, en général, on est moins cher. Et ça, c'est intéressant. Alors, pour illustrer le buste dont je vous parlais, on a une petite vidéo. On ne la laissera pas en entier, mais ça vous montre bien voilà, un exemple de ce qu'on peut faire avec un robot d'usinage sans trop de difficulté. Alors, je ne sais pas si elle doit se lancer. Ça a l'air de charger. Ouais, voilà. Ah oui, c'est une vidéo YouTube, c'est pour ça. Bon, tu peux couper le son, Olivier, aussi? Ouais. Voilà, on va pas laisser le début de la vidéo. Toutes ces vidéos, elles se retrouvent sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous voulez les regarder dans leur intégralité, il n'y a aucun souci. Voilà, en fait, on passe la partie où on va scanner un modèle pour numériser pour avoir son 3D. On va passer plutôt directement à la partie où on va usiner le buste à partir de ce fichier qui a été extrait du scanner. Ok. Bon, c'était juste pour vous illustrer un petit peu Voilà, c'est ça. à quoi ça peut ressembler. Encore une fois, c'est pas l'objet d'aujourd'hui, donc on va pas y passer trop de temps. Alors, toujours dans la robotique, aujourd'hui, on retrouve principalement, de toute façon, c'est l'image que font les gens en règle générale, des robots industriels dans l'automobile. C'est aujourd'hui le secteur le plus équipé en termes de robots industriels. Tout ce qui est production d'électronique, c'est aussi un secteur bien équipé. Ça rattrape un peu l'automobile. Et ensuite, on a tout ce qui est machinerie de métal, donc
Chaudronnerie, pour la soudure sûrement. Ouais, c'est ça, pour le chargement, déchargement de machines. Et on a des secteurs qui sont encore très peu touchés enfin, très peu robotisés, qui sont tout ce qui est agroalimentaire. On a peu de robots aujourd'hui, et l'industrie du plastique. Tout ce qui est injection, ces domaines, ces secteurs-là, s'ils ne sont pas trop mis, on va dire ça comme ça. Mais on va voir après qu'avec la robotique collaborative, ça va changer. Ok, donc je vais reprendre la main sur le début de ce chapitre pour la robotique collaborative. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que suivant un petit peu l'application, on a des cas qui vont différer et qui vont surtout impacter la sécurité. Donc la sécurité, on a fait un chapitre spécial là-dessus. C'est un gros aspect de la robotique collaborative. Donc, mais juste pour que vous le sachiez, on distingue plusieurs cas où on a de la collaboration directe, où l'humain et le robot agissent en même temps sur la pièce. On a des cas indirects, c'est-à-dire que d'abord l'humain peut faire un assemblage sur la pièce, puis le robot reprend derrière. Enfin, il s'agit de ne pas interagir sur la même pièce en même temps, mais de manière alternée. Il y a de la coexistence, c'est-à-dire qu'on peut être dans l'environnement du robot, donc on verra des cas plus tard, on a mis des petites vidéos pour vous montrer ce cas-là. Et là, après, on a des choses un peu différentes, plus proches des exosquelettes. Donc, il s'agit d'assistance physique. Les robots vont être là pour nous aider, plutôt pour porter des charges ou nous aider dans la manutention, on va dire. Donc voilà les différents cas qu'on peut rencontrer. Juste Olivier, Oui. désolé, ce que j'aurais rajouté, c'est que en général, enfin, je te coupe, mais Vas-y. ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que en fonction du cas d'usage, on n'utilisera pas les mêmes l'instrumentation autour des robots et les équipements de sécurité ne seront pas forcément toujours identiques en fonction de comment on va utiliser le robot collaboratif. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est-à-dire que la sécurité, vu qu'elle se distingue entre ces différents cas, on n'aura pas forcément les mêmes équipements. Enfin, déjà suivant le constructeur du Kobo. Donc, comme je le disais, Kobo c'est un robot collaboratif. Ça peut effectivement impacter l'appareil, les appareils de sécurité qui vont venir se greffer sur l'application autour, afin de pallier à des choses que le robot ne peut pas, des problématiques auxquelles le robot ne peut pas répondre directement suivant le constructeur. Voilà. Donc on ira un peu plus dans le détail. Alors là, programmation par apprentissage. Donc sur la programmation par apprentissage, c'est un des grands, une des révolutions qu'apporte la robotique collaborative. Il s'agit de simplifier la programmation. Les industriels qui connaissent la robotique vont venir manipuler les robots avec un teach, donc comme une télécommande avec un écran, là où on apprend les points. Donc la programmation d'apprentissage par points, là, elle peut carrément être guidée. Donc on vient prendre le robot, on l'amène à un endroit, on enregistre le point. Bien qu'on ait toujours besoin de finalement peut-être des fois modifier un peu, parce que souvent quand on les manipule, les robots, bon voilà, un roboticien il va avoir le préhenseur bien droit par rapport au convoyeur, etc. Donc il va peut-être retoucher un petit peu la position à laquelle il a amené le Kobo, mais il n'empêche que c'est un gain de temps aussi pour voir où le robot peut atteindre les différents points. Alors ça, c'est un des gros plus de la cobotique. Voilà. Et donc, point de vue des nouveaux outils que ça amène, donc on en a parlé, il y a de l'assistance à la tâche. Donc ça, c'est forcément des cobots, hein, si on vient les manipuler. Enfin, si on a un exosquelette ou qu'un robot fait de l'assistance de manipulation de charges lourdes, etc., c'est forcément un robot collaboratif. On est à proximité de lui, voilà, on est à côté. La robotique mobile, donc comme on voit là, je ne sais pas si on voit mon pointeur là, mais l'image du milieu, il s'agit d'un AGV, donc Auto Guided Vehicle en anglais. Donc c'est voilà, c'est forcément aussi à moins de peut-être dans certains cas comme des grosses usines, peut-être chez Amazon où il n'y a pas un seul humain, ça reste quand même des cobots parce que voilà, ils sont dans un environnement où il y a des humains qui transitent.
Donc, le robot doit détecter un humain qui passe à côté de lui, s'arrêter s'il y a quelqu'un en face de lui. Voilà, des choses comme ça. Donc, ça fait partie des outils que nous apporte la robotique collaborative. Et la robotique de service, nous, c'est vrai qu'on a donc SoftBank comme partenaire avec Nao et Pepper. Là, on voit Pepper sur la photo de gauche. C'est aussi des cobots. Ils ont cet aspect de sécurité. Je te redonne la main sur ces slides, Pascal. Alors, voilà, juste, il y a deux slides pour essayer d'aborder pourquoi la robotique collaborative, pour qui, et est-ce que ce n'est pas tout simplement l'évolution de la robotique industrielle. Alors, moi, j'ai juste mis quelques chiffres qui me semblent assez parlants, qui sont les volumes de vente de robots industriels et de robots collaboratifs dans le monde en 2017, en 2019, parce que pour le moment, 2020, c'est une année un peu pas trop si basée. Donc, on voit bien que le taux de robots collaboratifs n'est pas représentatif du tout du volume global des robots industriels. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas parler, en termes de volume en tout cas, de dire les robots collaboratifs, ils prennent la suite des robots industriels. Ce n'est pas vrai à l'heure actuelle. Et d'autant plus… C'est une toute petite partie, hein, si je peux me permettre. Oui. Si c'est le cas, c'est vraiment… C'est infime, c'est pas représentatif. Et en fait, quand on va un peu plus loin, d'où le pourquoi et le pour qui, on se rend compte qu'en réalité, aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait les mêmes cibles, ce n'est pas tout à fait le même marché qui est le marché de la robotique collaborative et le marché de la robotique industrielle. En robotique industrielle, généralement, on reste encore dans un état où on cherche de la cadence, des grandes vitesses et des charges lourdes, du volume. En robotique collaborative, on n'a pas ces capacités de charge, de manipulation, et on ne peut pas aller aussi vite qu'un robot industriel parce que justement le fait qu'on soit dans un environnement ouvert, parce que c'est inutile de mettre un robot collaboratif si c'est pour l'enfermer, on a des règles de sécurité à respecter et on ne peut pas du coup avoir des cadences très élevées. Donc, on a un slide là-dessus, Pascal, tu veux que je glisse dessus peut-être? Alors juste, ouais, je finis là. C'est vrai qu'après j'en reparle. Et alors après, l'autre volet, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui que voilà, les grands robots industriels, ils sont très présents dans la grande industrie, l'automobile, l'aéronautique, les secteurs très en pointe où on fait de la grosse production. La robotique collaborative, de par le coût des robots, qui est quand même, il faut le dire, moins cher, ça c'est assez récent, mais c'est le cas, et qui sont plus accessibles en termes de programmation, en fait, on voit que le marché s'oriente principalement vers les PME, ce qui tombe bien pour la France parce qu'on a plus de PME que de grosses industries. Aujourd'hui, la robotique collaborative, elle cherche vraiment à inciter les PME qui ont des productions plus flexibles, plus variables, à s'équiper de robots collaboratifs parce qu'ils pourront les exploiter de différentes manières et le retour sur investissement il sera plus rapide que sur une grosse cellule robotisée. Et c'est pour ça aussi que chez nous, je parle pour la France, on s'oriente plus aujourd'hui vers le marché de la PME. Ouais, voilà. Alors, du coup, je vous parlais des secteurs où la robotique collaborative a sa place. Et en fait, quand je vais vous les décrire un peu, ça se comprend facilement. La transitique, aujourd'hui, donc c'est ce que disait Olivier tout à l'heure, tout ce qui est AGV, le déplacement de pièces à l'intérieur ou de pièces ou de matériel à l'intérieur même d'une entreprise. Les robots mobiles, donc les AGV, je rappelle. Voilà, ouais. Merci Olivier. Au cas où, non, pour ceux qui… Donc, on se rend vite compte de pourquoi est-ce qu'il faut un collaboratif. Aujourd'hui, déjà, on sait le risque qu'il y a quand il y a un humain au volant d'un Clark, par exemple. Alors, si c'est un robot qui est autonome et qui n'est pas prévu pour le côté sécurité, on se rendra vite compte que le risque d'accident est beaucoup trop élevé. Donc, on mettra rarement un robot
industriels classiques dans ce domaine-là. L'agriculture, parce que c'est un milieu ouvert et qui est aussi au contact soit de choses très sensibles, c'est-à-dire des légumes, des choses qui poussent, des végétaux, ou aussi des humains, parce que dans les champs, sur le terrain, on a encore beaucoup d'humains. Et là, encore une fois, le robot, il faut qu'il ait ses fonctions de sécurité. Le service, en fait, c'est encore une fois le rapprochement avec l'humain. Le médical, pareil. Alors, la recherche et l'éducation, c'est un peu différent. On a des robots industriels. Le volet sécurité est encore présent parce que quand on apprend, c'est bien d'être en sécurité. C'est obligatoire même. Et le volet recherche, lui, ça apporte une souplesse, une facilité, on va dire, d'essai. Parce que quand on est face à un robot industriel qui est dans une cage, qu'on veut tester des processus et qu'à chaque fois, il faut qu'on mette le robot en sécurité, qu'on ouvre le système qui déclenche un arrêt de sécurité, qu'on rentre, qu'on présente nos pièces, qu'on positionne les choses, qu'on ressorte, qu'on remette, qu'on réarme, qu'on relance, qu'on vérifie si c'est bon, si c'est pas bon, il faut rentrer, donc il faut tout arrêter. Enfin, on comprend vite que… On a un exemple plus loin d'ailleurs, on pourra en parler en détail et montrer un vrai cas d'usage. Bon. Voilà. Et le dernier point, c'est ce que Frédéric en parlait un peu tout à l'heure. Aujourd'hui, on a une évolution de l'industrie, qu'on appelle l'industrie du futur ou l'industrie 4.0, dans laquelle les modes de production ont été repensés autour de l'humain. Et en fait, dans ce domaine de l'industrie, les robots collaboratifs ont réellement leur place. C'est même aujourd'hui un des plus gros secteur d'évolution pour eux. Et en fait, du coup, ça commence à ramener les cobots dans les grandes entreprises. Alors, ici, je vous parlais tout à l'heure d'un petit comparatif. Alors, ce n'est pas exhaustif. Il y a d'autres choses qu'on pourrait comparer. Mais on a voulu mettre en avant les grandes forces et les faiblesses des robots industriels par rapport aux robots collaboratifs et vice-versa. Donc, en fait, voilà, le tableau il parle un peu de lui-même. C'est une comparaison qui vient de nous, hein, c'est de notre expérience, donc on peut ne pas être d'accord avec, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la plupart des robots que moi j'ai manipulés, les robots industriels sont vraiment très précis. Et si on veut de la compliance, on en parlera un peu plus tard, et de la souplesse, pour que le robot s'adapte au contact avec un humain, par exemple, si on met de la compliance, on ne peut pas être autant précis qu'un robot industriel qui est, lui, très rigide. Ou en tout cas, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'encore une fois, voilà, on a fait ce tableau de notre expérience. Pascal, tu veux que je détaille les points peut-être rapidement Comme je sais, ouais, les points d'exclamation, je ne sais pas si moi j'ai. Bon voilà, en gros la rapidité, c'est pareil, elle est impactée forcément par la sécurité. Le robot industriel aura une cadence la plus élevée possible. Le robot collaboratif, quand même moins souvent, parce que justement l'humain est à côté et ces règles de sécurité nous empêchent d'aller au-delà d'une certaine vitesse ou en fonction de la charge qu'on a aussi en bout de bras robot. Donc du coup, forcément, on n'embarque pas des énormes charges au bout des cobots, hein, parce qu'il y a un risque. C'est l'énergie cinétique là qui est importante. Le rayon d'action, alors c'est vrai qu'on commence à avoir quelques cobots qui ont des gros rayons d'action, mais la plupart sont assez minimes, hein. On peut avoir des robots industriels énormes qui peuvent porter une tonne. Voilà. C'est aussi lié à la charge, hein. Indirectement, on ne fait pas manipuler des énormes charges au cobot, donc forcément, les grands robots industriels, ils sont grands parce qu'ils doivent manipuler des fortes charges. Or, vu que ce n'est pas possible à un certain stade en termes de sécurité, c'est forcément impacté. La flexibilité, on peut dire que les deux se valent. Peut-être un peu plus effectivement le cobo du fait qu'on puisse le prendre, le manipuler, à prendre des points. En termes de simplicité, pardon, l'encombrement. Alors c'est vrai que l'encombrement, du coup, toujours un peu lié à la charge dans les robots industriels. On a des plus gros robots et surtout on a la cellule qui va autour, parce que le robot collaboratif, c'est ça son intérêt, n'a pas besoin de cellules.
Donc, quand je dis des cellules, c'est des carters, hein, c'est un grillage autour, de quoi ne pas rentrer dans son espace de travail. Bon, en tout cas, pour empêcher l'humain d'y pénétrer pendant le fonctionnement. La simplicité de mise en œuvre, c'est vrai qu'on a plus d'expertise, peut-être besoin de plus d'expertise dans la plupart des cas en robotique industrielle, et que c'est la tendance de vouloir simplifier l'usage et la programmation côté cobotique. Encore une fois, c'est assez général, donc c'est pas forcément tout le temps le cas. Mais bon, c'est ce qu'on pense. Enfin, c'est notre avis. Et puis, bah, évidemment, l'interaction avec l'opérateur, elle est impossible en robotique industrielle, alors qu'elle est complètement possible avec un robot collaboratif. La compliance, on va dire, elle n'existe presque pas en robotique industrielle, à part peut-être avec des ventouses rétractables, des choses comme ça. Mais bon, de toute manière, l'humain ne sera pas à côté pour, entre guillemets, bénéficier de cette compliance. Donc voilà, il s'agit d'un point négatif pour la robotique industrielle et d'un point positif pour la robotique collaborative. Et puis, bah, la simplicité de programmation, voilà, encore une fois, ça se discute, mais c'est vrai que la tendance, c'est d'essayer de simplifier la programmation par de la programmation graphique, par exemple. Donc ça, on y reviendra après. Alors, moi, juste sur la simplicité de mise en œuvre, on n'a pas expliqué le point d'exclamation. Ouais. Tu veux le faire ou je le fais? Non, vas-y, je t'en prie. Alors, c'est moi qui ai mis ce point d'exclamation parce que, en règle générale, bon, on entend beaucoup dire que le Kobo, c'est 3 minutes et il est en place et en une demi-journée, il est opérationnel, ce qui n'est pas forcément faux. Par contre, il ne faut surtout pas négliger le volet de sécurité. Il y a toute une analyse de risque à faire quand on installe un Kobo pour être sûr qu'il soit… La certification est plus compliquée aussi du fait que ce soit quelque chose d'innovant et de nouveau. Donc on va dire que la technologie a de l'avance sur la loi, ce qui est normal. Du coup, il est certes plus simple à installer. Par contre, il y a beaucoup de choses à prendre en compte au niveau de la sécurité et sur l'analyse de risque qui va derrière. On a un slide là-dessus aussi. Voilà, juste excusez-moi d'intervenir. Compliance, c'est possible de le définir en robotique? Alors, on va se la garder de côté. On a fait un point là-dessus. Donc, on va prévu, ouais. On a même une vidéo, il me semble. Donc, l'aspect sécurité, justement, on y vient et la compliance en fait partie. Donc là, on s'est attardé sur le dernier point en expliquant que voilà, il y avait une facilité de mise en œuvre, mais pour nous, intégrateurs, quand il s'agit de faire certifier la cellule, c'est quand même plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est quelque chose qui est transparent pour le client, on va dire. Il n'empêche qu'il doit, on va dire, un peu y participer. Enfin, c'est à nous de sonder l'application pour faire. Alors là, ne tentez pas de lire les tableaux, hein, c'était simplement pour illustrer que nous, il y a une partie on va dire, d'études vraiment sur ce point-là pour que tout le monde soit couvert et en sécurité. Il y a des documents à fournir avant de faire passer une certification. Donc, c'est une analyse de risque spécifique en fonction des différents cas qu'on a vus précédemment et une étude plus poussée. Autour de l'actionnaire, donc voilà, là on en parle de la compliance. Alors, il me semble que ça c'est une vidéo, je vais la lancer. Donc il s'agit, la compliance, c'est le fait que le robot est une trajectoire et que si cette trajectoire est bousculée par quelqu'un ou un élément qui n'est pas censé être dans sa trajectoire, le robot s'adapte. Donc là, par exemple, on voit le robot qui va de droite à gauche. Et en fait, il s'adapte. On voit qu'il a une espèce de pinule au bout de sa pince. Et il n'est pas censé suivre cette courbe, mais il la suit parce qu'elle lui est imposée. Donc ça peut se choisir, hein, suivant les différents degrés et les différents axes X, Y qu'on a dans l'environnement des robots. On peut choisir un peu donc, dans quel sens il est compliant. Là, visiblement, c'est soit sur les X, soit sur les Y, ça dépend où on se place. Mais en fait, on voit que vraiment le robot s'adapte à la trajectoire. Et là, c'est de la compliance. C'est-à-dire que si moi je vais venir pousser le robot, là, il ne va pas rester rigide comme un robot industriel. Il va s'adapter au mouvement extérieur. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à la question. C'est son adaptabilité. Voilà, suivant sa trajectoire. Et donc, là aussi, le design donc nous, quand on conçoit une pièce,
il ne faut pas que, donc une pièce pour un robot collaboratif, une pince, des mors, quelque chose que le robot vient saisir, il faut que les bords soient arrondis, il faut pas qu'il y ait d'arêtes, de bords saillants, voilà, ça fait partie. C'est-à-dire que je vous prends l'exemple d'un robot qui est très compliant. N'empêche que s'il tient une aiguille ou un couteau, il a beau être compliant, on comprend tout de suite pourquoi il faut adapter aussi ce que tient le robot ou ce qu'il y a au bout du robot. Donc ça, c'est vraiment l'intégrateur de faire ce travail. Il s'agit d'arrondir les bords, du fait qu'il n'y ait pas d'arête, pour pas que les gens se blessent avec. Donc, point de vue sécurité, donc voilà, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre aussi pour qu'on soit en sécurité? Alors évidemment, il y a un arrêt nominal de sécurité contrôlé. Bon, ça, c'est des termes assez techniques, point de vue sécurité, mais il s'agit par exemple d'entrer dans le champ d'un scrutateur qu'on voit en bas à droite. Nous, on a mis en place des cellules où le robot, voilà, c'est un robot qui fait du pick and place avec de la vision. Je crois qu'il y a des photos plus tard. Et si une personne approche, le détecteur SIC en bas à droite va à plusieurs zones dans lesquelles la première zone, la personne va s'approcher, le robot va ralentir. Et dans la zone la plus proche, un arrêt nominal de sécurité contrôlé, ce qu'on appelle un arrêt de stop 1. Et donc, en fait, il s'agit de placer une distance de séparation entre le robot et l'homme. J'ai d'autres cas à vous montrer plus tard, mais donc ça fait partie de ce qu'on peut mettre en œuvre pour en plus sécuriser la zone. On a Alors juste, ça permet aussi. Alors ça, c'est les distances de sécurité. Je pense que vous l'aurez compris, c'est surtout valable dans certains cas d'utilisation. Enfin, on n'utilisera pas forcément ce type de capteur dans tous les cas, notamment quand l'opérateur travaille conjointement avec le robot. Et ça permet également un autre avantage de ce type de capteur, d'augmenter fortement la vitesse du robot quand personne n'est à proximité. Du coup, on compense un peu le fait que le robot soit moins rapide en règle générale, effectivement, ça permet d'améliorer ce point-là, qu'on jugeait un peu ralenti, quoi, si je peux dire des choses comme ça. Donc là, on a un exemple de guidage manuel, c'est un autre aspect qui est impacté par la sécurité, puisque forcément l'humain vient directement prendre le robot pour le guider et apprendre ses points. Donc là, le robot est dans un mode de vigilance. Il y a ce qu'on appelle une configuration de sécurité à faire, et quand le robot accepte le guidage manuel, ce n'est pas le cas de tous les cobots, on ne peut pas faire ça avec tous les robots collaboratifs, mais dans ceux qui ont cet aspect-là, ils ont une ligne en particulier dans leur configuration de sécurité, on va dire ça comme ça. Quand on les configure, on nous dit, bah voilà, quand tu as un guidage manuel, tu ne peux pas aller plus vite que telle vitesse. Alors que quand ils seront en production, on va pouvoir peut-être mettre une vitesse un peu plus élevée, dans le cas qu'on a vu précédemment, où on s'approche et il ralentit. Voilà, donc il s'agit d'un des aspects à mettre en place quand cet outil-là est disponible avec le robot, ce n'est pas tout le temps le cas. Et évidemment, oui. Ah, pardon. J'irai même plus loin, je dirais qu'il y a carrément un mode sur certains robots, un mode de guidage manuel. C'est ça, un mode de vigilance, ouais. Ensuite, il y a évidemment, alors ça, c'est la plupart des robots collaboratifs doivent forcément avoir au moins un contrôle de la vitesse ou une surveillance de couple. Donc là, on a un petit exemple d'une vidéo qui illustre cet aspect. Donc, alors, ça a dû un peu sauter, je crois. Ouais. Voilà, donc là, on voit quelqu'un qui se met en face de la trajectoire du robot et le robot s'arrête au contact. Donc là, il s'agit plus d'une surveillance de couple. On détecte soit sur chaque axe qui a un pic plus élevé, soit si on a appliqué le modèle géométrique inverse, c'est-à-dire en gros, le robot sait se visualiser, en tout cas comprend une trajectoire rectiligne sur un axe X, Y, Z, il combine tous ces axes et détecte une force sur l'axe X, l'axe Y ou l'axe Z, suivant dans la direction dans laquelle il va. Donc ça, c'est très subjectif suivant les constructeurs. Et donc là, on a quelques exemples
de technologies additionnelles. Donc, on en a déjà vu une qui était les scrutateurs. Là, ça peut être donc en haut à droite de la vision qui est mise en place, pareil, avec différentes zones, où quelqu'un commence à arriver dans la zone, on ralentit les robots, ou carrément des dalles de sécurité au sol, comme on voit en bas à gauche, où là, les premières dalles sont concernées par un ralentissement du robot, et celles qui sont dans la zone rouge correspondent à carrément un arrêt de sécurité, un arrêt de stop. Pascal, je te laisse reprendre là-dessus. Alors oui, du coup, on va voir maintenant quelques cas qui justifient bien l'usage de robots collaboratifs. Un de ces cas-là, c'est l'aspect simplicité, parce qu'on en a parlé de mise en œuvre. Donc là, vous avez une petite vidéo d'un programme assez simple. Donc, c'est moi qui l'ai réalisé, ce programme, pour une démo sur un salon. Ce que je voulais dire, c'est que je connais un peu les robots. J'avais manipulé le robot 1 heure ou 2 avant de commencer à faire ce petit programme. Et il m'a fallu moins d'une demi-journée pour faire ça. Sachant que là, le système il fonctionne en parfaite sécurité. Hein. S'il y a qui que ce soit qui touche le robot, il s'arrête. On est sur des vitesses assez lentes et j'utilise les mesures de couple sur les différents axes. Donc, en fait, le robot, il prend des stylos, on ne voit pas bien, mais il ne connaît pas la position des stylos. Et donc, il sait qu'il se situe sur un rail, mais il ne sait pas où exactement. Et donc, en fait, il va y aller à tâtons, si j'ose dire. Donc, il se déplace jusqu'à ce qu'il détecte quelque chose qu'il touche, auquel cas, il sent qu'il y a le stylo. Là, on le voit, là. Et là, ouais, on le voit. Et là, il va les attraper. Et pareil pour le rabat du carton, vous allez voir après. Il ne connaît pas la position exacte du rabat du carton. Et donc, il va se déplacer jusqu'à ce qu'il touche le carton. Et auquel cas, là, il commencera à mener l'action suivante. Voilà. Et là, il utilise une détection de couple. Donc, ça permet d'enregistrer un point de départ, un point d'arrivée, et de dire qu'est-ce que je fais si je détecte un effort dans telle direction. Entre les deux points. Donc ça permet aussi de ne pas prendre tous les points dans des tableaux comme on fait en robotique industrielle. C'est exactement un autre intérêt. Hein. Voilà, on l'a mis en œuvre, ça fait partie d'un des outils supplémentaires qu'on peut peut-être avoir avec un robot collaboratif, bien qu'on pourrait le faire avec des robots industriels, mais vu qu'on intègre la détection précise dans tous les axes pour détecter l'humain, on va dire que c'est une fonctionnalité qui est un peu apparue avec les robots collaboratifs. C'est ça. Elle ne lui est pas propre, mais elle est apparue. Je reprends sur la diapo suivante. Alors, juste, je voulais reparler un peu de la compliance. Là, le robot, il ne sait pas où sont les cartons quand il a fini. Alors, on imagine qu'il pourrait y avoir toute une série de cartons devant le carton qui a été poussé. Le robot, là, on utilise encore une fois la compliance du robot. Lui, il pousse jusqu'à ce qu'il sente un effort. Et pareil, quand il ferme le carton, il pousse verticalement jusqu'à ce qu'il sente qu'il y a un effort résistif, en fait, que le carton est bien fermé. Et auquel cas, là, il passe à autre chose. Et donc, le robot, il n'est plus programmé par rapport à des points, mais par rapport, en fait, à des efforts. Et donc, ça compense un peu. Alors, moi, j'ai tendance à dire ça. Souvent, les robots collaboratifs sont un peu moins précis que les robots industriels. Mais en fait, de par la compliance, ils travaillent autrement, en fait. Ils s'adaptent à des circonstances un peu différentes. Et c'est quelque chose, moi, qui me paraît très intéressant sur ce type de robot. Ouais, donc vidéo suivante. Là, je vais vous montrer vraiment une application. Donc, alors, c'est un intégrateur allemand, je crois, qui s'appelle MBO, qui, lui, a développé une machine qui fait de la palettisation avec donc un robot collaboratif. Donc, il s'agit d'un UR, Universal Robot. Et en fait, il vient prendre donc à la sortie d'un convoyeur et d'une machine d'impression, il me semble. Voilà, on le voit sélectionner, donc à transporter les lots les paquets de feuilles ou de journaux. Et en fait, on se rend compte, donc l'opérateur va venir interagir avec quand il aura fini sa palettisation.
Il va venir récupérer les palettes. Donc, je vais avancer un petit peu. Voilà. Là, par exemple, alors je crois qu'on entend dans la vidéo, mais quand le robot a terminé, il y a un signal sonore et une balise, une bérille lumineuse qui s'allume. Là, on va voir aussi la détection de couple dont on parlait juste avant. Hop, voilà, donc ça a poussé ça a poussé les barres. Ah bah non, il ne s'agissait pas de la détection de couple, c'était sur le. Ça devait être un capteur, alors autant pour moi. Donc voilà, là, l'application appelle l'humain. Le robot a terminé son étage de palette, il vient mettre un intercalaire pour que le robot continue. Donc c'est vraiment un travail alterné. Hein. Et voilà, et là, il vient récupérer les palettes. Et c'est là où on voit que si ça, on l'avait fait avec un robot industriel, il aurait fallu mettre toute une cellule autour, donc gain de place terminé. Il aurait fallu mettre des convoyeurs, donc ça, quand même, ça allège beaucoup la conception là. Et on voit ce cas-là, voilà, on voit le robot s'arrêter quand il vient taper l'humain, il le fait repartir, etc. Donc là, on a vraiment un exemple de gain de place et voilà, d'optimisation de surface de production, d'intégration, temps, etc. Ici, on a encore une vidéo, alors qui n'est pas une intégration qui a été réalisée par chez nous. On a emprunté à la quotidienne, où en fait, on présente vraiment l'intérêt d'utiliser des cobots dans tout ce qui est réduction des TMS et assistance au port de charge. Donc, c'était les cas d'usage 3 et 4, je crois, ou 4 et 5. TMS, Pascal, du coup. Pardon? TMS, du coup, si tu peux le décrire. Ah, trouble musculo-squelettique. Voilà. Donc, en fait, là, pour résumer, si on remet la vidéo au début, Olivier, en fait, l'opératrice qu'on voit là, elle vient assembler deux pièces entre elles par pression. Et donc, en fait, 1500 fois par poste, elle vient appuyer verticalement et ensuite serrer les deux pièces. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Alors, la vidéo, elle saccade un peu. On ne le voit pas très bien. Mais en fait, il y a eu il y avait beaucoup d'arrêts de travail liés à des troubles musculo-squelettiques, justement sur ce poste-là. Et donc, en fait, ce qu'a fait l'entreprise, c'est qu'ils ont robotisé le même poste pour voir l'impact. Et en fait, aujourd'hui, l'opérateur, ce qu'il fait, il vient juste insérer les deux pièces dans le robot et c'est le robot qui va faire l'assemblage par pression. Mais en fait, l'avantage du robot, c'est que lui, il sait à quel couple il applique sur les deux pièces pour pas non plus les écraser. Et donc, il sert pile comme il faut. Donc là, il s'agissait d'un Albert IVA, hein, donc qui est un robot qu'on a intégré plusieurs fois. On a d'autres exemples plus loin. Tu veux que j'avance ouais. un exemple? Là, on va aller encore sur de l'assistance, mais cette fois-ci plutôt sur les cas vraiment 4 et 5, donc assistance au port de charge. Et on part sur des exosquelettes cette fois. Alors, est-ce que les exosquelettes rentrent dans la robotique collaborative, oui ou non? C'est discutable. Aujourd'hui, ce n'est pas très clair. Plutôt oui, hein, quand même. A priori, vu les cas, en tout cas, d'études de sécurité. Oui, voilà. En tout cas, de cet aspect-là, oui. Donc là, en fait, ce que fait l'opérateur, c'est que toute la journée, il sort les colonnes de direction. Donc, c'est des colonnes de direction qui sont fabriquées dans l'usine. Il les relève et il fait un contrôle visuel des pièces. Donc là, on le voit, il est en train de le faire. Et donc, la pièce, elle fait à peu près 6 kilos. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, pareil, donc il fait ça 1500 fois par poste à peu près. Ben là, il y a un fort impact en fait sur son dos. Et l'être humain a toujours tendance à prendre des postures un peu qui l'arrangent, mais qui ne sont pas forcément les bonnes. Ici, l'exosquelette, ce qu'il vient faire, il vient compenser les défauts de position de l'humain et il vient apporter les efforts là où il y en a besoin, en fait. Et c'est l'avantage d'avoir un exosquelette plutôt que juste un bras. C'est pas encore quelque chose qu'on a mis en place chez nous, ça. Hein. C'est peut-être un peu plus rare dans les cas. Donc, bon, peut-être qu'on y viendra un jour. Mais pour l'instant, on n'a pas, si vous avez la question de votre côté, on n'a pas intégré ce genre de choses de notre côté. Peut-être ça arrivera. Voilà. Bon, on en parle parce que ça en fait partie. Donc là, il s'agit d'un autre point d'usage, d'un exemple voilà, qui justifie peut-être un peu
la robotique collaborative, c'est peut-être un peu plus éthique. Simplement, l'intérêt, c'est de dire, voilà, on a une action de vissage dans du montage sur des cartes électroniques. Bon, là, c'est de la série, il y a 2 plaques, hein. Donc, c'est très court comme montage, mais imaginons qu'on a plusieurs milliers de pièces à monter comme ça. Peut-être qu'il y aura une plus forte valeur ajoutée à le faire par un cobo, où l'humain apprend au cas par cas une pièce. Voilà, rapidement, avec son robot, il apprend à visser une pièce. Et puis, on peut imaginer qu'on a un convoyeur, toutes les pièces d'après, il sait les faire. C'est une collaboration entre l'humain qui lui a appris et ensuite dire, voilà, l'humain, par contre, on va peut-être pas lui faire visser le millier de cartes derrière. Il s'agit de se le faire concentrer sur des valeurs un peu plus, voilà, des choses du contrôle visuel à faire lui, des choses peut-être pas plus intéressantes, mais où voilà, il aura clairement une plus forte valeur ajoutée. Donc c'était un point qu'on voulait souligner. L'autre point aussi, c'est que, alors, on a dans la programmation des robots industriels, c'est quelque chose qui est très similaire entre les différents constructeurs. Par contre, dans les cobots, on a des choses un peu différentes. Alors, je reviendrai sur la programmation, mais il y en a qui permettent. Alors, c'est pas que du code, des lignes de code comme ça dans la robotique collaborative. Comme on vous disait, il y a aussi, on va parler de la programmation graphique. Mais il y a quand même cet aspect-là qui apparaît et qui ouvre un peu la porte aux développeurs, qui sont très nombreux. Voilà, les développeurs sur le web, vous regardez les forums de gens qui font du développement de web ou autre, logiciel, il y en a énormément. Des forums sur la robotique, il y en a très peu sur la programmation de robots. Et là, il s'agit d'ouvrir la porte un peu aux développeurs en disant ça peut être une communauté qui peut apporter quelque chose de très intéressant sur la programmation. Alors là, il y avait un aspect voilà, aussi de... Alors j'ai mis une vidéo qui est peut-être à moitié en lien avec le point que je voulais souligner, mais il s'agit de dire que les cobots permettent aussi de changer un peu la manière de produire, peut-être de manière un peu plus humaine. Voilà, alors surtout avec ce qu'on vit en ce moment, je pense que ça nous fait une grosse crise sanitaire. Il y a peut-être des choses qui évoluent dans notre tête sur la manière de faire de l'industrie et de produire des choses qui viennent à l'autre bout du monde alors qu'on pourrait les faire chez nous, etc. Donc c'est aussi une manière de changer les choses peut-être. Et Pascal, je pense qu'il y avait aussi, toi tu voulais parler du côté industrie du futur, l'industrie 4.0 qui, elle, peut aussi amener son grain de sel dans la manière de changer la production, peut-être. Oui, mais je crois que c'est un autre slide. C'est un autre slide, ouais. Alors, un autre domaine pour lequel la robotique collaborative se prête bien, c'est alors le côté plutôt communication. Alors, marketing, moi, je dirais plutôt communication. Il y a des exemples très concrets à ce sujet. Alors, bon, là, j'ai mis une petite photo que c'est moi qui ai pris cette photo. Donc, c'est l'île de Gabi qui est au large de Marseille. Et donc, c'est une île qui est une île privée qui est à la location pour des journées, pour un mariage, ce qu'on veut. Et donc là, c'est un robot Pepper, donc un robot quasi humanoïde, qui fait l'accueil des gens sur l'île et qui a fait l'animation. C'était concrètement pour un congrès industriel. Donc, en fait, ce que je voulais dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup même de grands industriels. Typiquement, SoftBank Robotics a fait développer Pepper à cet effet. Donc, l'idée, c'était de mettre des robots dans les boutiques pour attirer les gens, pour faire venir les gens, leur donner envie d'aller voir par curiosité ou par attrait pour la technologie, de rentrer dans le magasin. Donc, en termes de chiffres, donc SoftBank, ils ont
intégré Paper il y a 5 ans maintenant. Il y a une étude qui a été faite 1 an après la mise en place de tous les Paper dans les boutiques SoftBank au Japon, et ils ont augmenté de 40% le taux de fréquentation des magasins. Donc, ça reste un vecteur d'attraction très important. Alors, c'était au Japon, je vous l'accorde. Il n'empêche que moi, j'ai fait beaucoup d'événements, beaucoup de salons avec des robots, et je vous garantis que généralement, les robots ne laissent pas les gens indifférents. C'est la mignonitude. Il faut que le robot soit mignon. Nao. Ça me fait penser à une conférence que j'avais vue si vous connaissez Idriss Aberkan, il en parle. Il montre une photo de Terminator et de Nao, le robot Nao, si vous connaissez l'image de l'un ou l'autre, et il dit à quel robot vous allez confier vos enfants. Bon, bah, c'est un peu cet aspect-là aussi. Et moi, je voulais revenir sur l'aspect aussi plus industriel. Pourquoi industriel? L'aspect marketing, pour ceux qui ont peut-être les moyens aussi, mais voilà, il s'agit de ça. Ça a tendance peut-être à attirer les partenaires, de dire ah, mais ouais, vous utilisez des cobots chez vous, c'est quand même un outil qui est high-tech, qui est innovant. Donc voilà, ça a tendance un peu à aussi peut-être attirer les partenaires, j'ai envie de dire, suivant les différents cas. Je ne sais pas si tu voulais dire autre chose là-dessus, Pascal. Oh non, moi je pense que c'était assez. Ok, donc dans les robots collaboratifs que nous on a utilisés, donc on a eu le robot Apas de chez Bosch, donc de gauche à droite, en partant sur donc celui du haut là, qui est avec une peau capacitive noire. Voilà, où on approche le robot, et en plus c'est pas mal parce que c'est une peau qui est un peu molletonnée, quand même du simili-cuir. Et donc bon, moi j'aurais peut-être plus confiance en un robot qui a un truc un peu renforcé, molletonné autour de lui, plutôt qu'un robot où il y a de la fonte directe. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sur d'autres robots collaboratifs. Il n'y a pas que le robot à passe de chez Bosch. On a le LBR IVA qu'on retrouve au milieu là, sur deux chariots différents. Alors, il peut fonctionner tout seul, hein, mais il a un chariot. Le premier, il est poussé par l'homme et on vient l'ancrer dans le sol à différents endroits. Je vous montrerai des photos après. Pareil pour le KMR, qui est le robot mobile, donc le gris et orange là, du milieu, donc qui lui est un AGV, donc robot mobile autonome, auquel on a appris différents points. Et celui de droite est un AGV aussi. Alors il n'y a pas de robot tube, mais on peut en mettre. On a vu Olivier, aussi. tu affiches pas tu fais pas. Ah pardon, ouais, du coup le LBRIVA, le KMR j'en ai parlé. Universal Robot. Ah tiens, MIR, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Ils sont inversés là. Universal Robot. Le MIR 100, c'est celui qui est tout en haut à droite. Universal Robot, c'est celui qui est gris et bleu ciel en bas à gauche. On a le Franca Panda, donc vous avez vu pas mal de vidéos là précédemment. De ce robot-là, on est en train un petit peu de le prendre en main et on l'a déjà vendu surtout à des organismes de recherche, je crois Des labos. l'INRIA, des choses comme ça. Le Dobot, qui est aussi nouveau chez nous, là, donc là en version Scara. Alors il a aussi une version Dobot magicienne, c'est un tout petit robot qui est accessible pour les collèges. Entre parenthèses, vous pourrez, je crois que Frédéric, ici présent, pourrait vous en parler aussi. On a le robot Kinova, je n'ai pas mis de photo. Alors eux ils disent qu'il n'est pas vraiment collaboratif, donc c'est un robot. Alors c'est pas le gris, hein, là, le cherchez pas, il n'est pas sur la photo. Mais c'est plutôt de l'assistance un peu, c'est un bras assistant. Paper qui est tout en bas à droite. Alors moi j'ai vos miniatures qui le bouchent un peu, je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Et bientôt Omron, alors on voit c'est l'avant-dernier. Alors désolé, c'est pas exactement dans l'ordre. Robot Omron, donc qui est le gris en bas à droite, le bras robotisé avec une petite caméra blanche là. Et en fait, lui, voilà, il a l'intérêt d'avoir la vision directement intégrée, donc ça fait partie des couches logicielles qui sont dispo avec. Donc nous, on va l'avoir sur une affaire là, et je pense qu'on risque de l'intégrer peut-être dans pas mal de cas parce qu'il a aussi une approche de programmation qui est vraiment très simple et bien faite, je trouve. Donc la programmation, on y vient. Peut-être certains reconnaîtront. Alors il y a des langages un peu type SFC, Sequence Flowchart, qui est un équivalent du GraphSet. On voit en bas à droite, c'est un peu dans ce genre-là.
où là, on peut à la fois créer ses propres boîtes, faire des scripts, où derrière, on fait nos boîtes à nous. Il y a des robots qui ont leurs boîtes toutes faites, entre guillemets. Donc, un mouvement, par exemple, le mouvement est terminé, on fait sortir un cas d'erreur, des choses comme ça. Ce qui est important de savoir, c'est que voilà, moi j'ai rajouté le script. Je vous en ai parlé tout à l'heure, qui est un peu l'ouverture aux développeurs pour moi. Peut-être qu'on verra la communauté des développeurs un peu plus s'atteler à la robotique. Moi, c'est ce que j'espère personnellement. Mais en gros, c'est bien qu'il y ait les deux. C'est-à-dire qu'il y a la partie programmation graphique. Moi, personnellement, je sais développer dans plusieurs langages de programmation. Bah, je me rends compte que des fois, je suis un peu coincé s'il n'y a que de la programmation graphique. Donc, c'est bien quand on peut se sortir un petit peu de cas bloquants avec de la programmation scriptée. Comme on voit au milieu, là, où c'est marqué langage JavaScript. Donc là, certains reconnaîtront peut-être Blockly. Ça y est, sur pas mal de Kobo, c'est pas mal parce qu'on peut créer ses propres variables, faire des fonctions, on a des fonctions mathématiques, etc. Donc ça reste assez souple. Même si c'est un langage graphique, on peut quand même, je crois, il me semble, voilà, programmer un petit peu en JavaScript, et peut-être en Python, je ne sais plus. Également. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que pour moi, il y a l'aspect graphique qui apparaît plus qu'avec les robots industriels. Mais bon, pour moi, il ne faut pas qu'il y ait que la programmation graphique, il faut qu'il y ait un peu les deux. Donc là, il s'agit de l'école des mines Saint-Étienne, Pascal. Ouais, Je crois que là, on passe à des exemples de réalisation qu'on a fait chez ERM. Donc, ici, on voit un petit morceau d'une ligne qui s'appelle Item Factory, qui a été installée à l'école des mines de Saint-Étienne. Donc, l'idée, c'était de former des ingénieurs à l'industrie de demain, à l'industrie du futur, et à toutes les technologies associées à ça. Donc, on a mis un bras collaboratif. Donc là, c'est le APAS de chez Bosch, qui a la particularité, lui, de pouvoir détecter, d'anticiper des collisions avec l'humain et donc de s'arrêter avant une collision, ce qui est déjà assez rare. On a mis des robots. Là, on a un robot MIR qui est équipé de plateaux. Donc le persan qu'on voyait juste avant. Voilà, c'est ça. L'idée, c'était ici de pas, c'est vraiment montrer l'approche collaborative. Donc, on a une partie de la production de l'usine qui est faite à la main par des opérateurs, et les opérateurs appellent le robot quand ils en ont besoin. Le robot, et ils posent leurs pièces dessus, et le robot, il va aller amener les pièces qui ont été produites pour qu'elles soient stockées là où elles doivent être stockées. Comme ça, l'opérateur, lui, il reste concentré sur son activité, ou s'il a besoin, par exemple, il lui manque des pièces, il sait qu'il va lui falloir, pour finir une production, il va lui manquer une quinzaine de pièces où il y a eu des défauts, il peut appeler le robot pour que le robot lui ramène les pièces qui vont lui manquer. Voilà, c'est vraiment l'aspect transitique dont tu parlais au début aussi. C'est exactement ça. Bon, il y a beaucoup d'autres choses, mais là se concentrer là-dessus. Je passe à la suivante, pardon. Ouais. Donc alors là, on vous parlait du secteur qui était touché aussi, qui pouvait être la recherche. Donc là, c'est un cas concret avec une application, Liftar, qui est un centre de recherche très rattaché, je ne sais plus quelle université de Lyon d'ailleurs, donc c'est à Lyon-Bon. Donc il s'agit eux, ils font là-bas des efforts, ils font des tests, c'est un peu là où on voit les crash tests pour les voitures avec le bonhomme, le pantin dans la voiture. On fait écraser une voiture sur un mur, là typiquement c'est exactement ce genre de recherche. Et là, il s'agit de faire des études sur les mouvements qu'on a quand, par exemple, on prend sa ceinture ou les troubles qu'on peut avoir dans une voiture. Donc, en fait, eux, ils viennent carrément prendre des rachis humains, donc c'est des morceaux humains ou d'animaux, voilà, et de les soumettre à des efforts reliés à des capteurs 6 axes, souvent, là en l'occurrence. Donc là, on voit que c'est des éprouvettes, hein, parce que moi j'étais sur place et j'avais pas le droit d'assister à ce genre de choses. Mais pour les
l'assistance technique, on a utilisé simplement des éprouvettes métalliques ou en plastique, etc. Et donc là, il s'agit de faire des relevés de mesure en couple et en couple pur et en effort, en force. Donc tout ça, voilà, guidé. Et il y a aussi l'application, voilà, où ils ont un guidage par opérateur sur pièce anatomique. Donc là, c'est plutôt la pièce en bas à droite où on imagine quelqu'un guidé. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle ces appareils, un peu pour les échographies, où on vient sur un bras, par exemple, pour repérer des points durs dans les muscles. Eux, ils voulaient enregistrer les efforts qu'on pouvait appliquer et faire suivre une trajectoire au robot sur un bras en appliquant tout le temps le même effort. Donc c'est un peu spécialisé, hein, et c'est un peu compliqué à expliquer parce que moi, je n'ai pas le vocabulaire des chercheurs qui étaient sur place. D'ailleurs, c'était compliqué de dialoguer avec eux parce qu'on n'avait pas vraiment le même vocabulaire au début. On a fini par se comprendre. Mais c'est pour vous montrer que voilà, ça fait partie des réalisations qui ont touché à la recherche. Je crois qu'on a une vidéo à ce sujet. Donc je sais pas si je peux laisser le son ou pas. Je ne suis pas sûr que les gens vont l'entendre. En gros, je peux voilà. On entend. Donc il s'agissait d'un robot KUKA, hein, le robot de chez KUKA. Pendant ce temps, pendant que la vidéo défile, je vais juste répondre. J'ai vu qu'il y avait une question qui avait été posée sur le chat là. À quoi sert de programmer quand on peut apprendre une trajectoire du robot simplement? Parfois, la trajectoire, c'est une chose. Parfois, les actions que doit accomplir le robot en fonction des événements qu'il va rencontrer, c'est autre chose. C'est plus que de la trajectoire. Et parfois, c'est compliqué à décrire graphiquement et puis les développeurs sont habitués à ce genre de choses. Donc, de rajouter ou de créer, par exemple, un bloc graphique à partir de code, ça permet de créer cette fonction, de la stocker dans la mémoire du robot et de pouvoir la réutiliser derrière. Et de deux, ça permet parfois de gagner du temps plutôt que de refaire un bouclage ou graphique, je parlais de remettre un bloc qui va apporter une fonction, on intègre une fonction donnée dans un bloc existant. Donc, en fait, c'est très contextuel comme question. C'est vrai que, par exemple, si on a un actionneur qui, du jour au lendemain, change, il faut qu'on puisse programmer une fonction qui est suffisamment globale, qui puisse s'adapter, par exemple, en termes d'entrée-sortie. Là, il va falloir user peut-être un petit peu de la programmation, ou si on a des variables à retenir, par exemple, là, on voit que, je reviens un peu sur la vidéo, mais ils font du data logging, donc ils récupèrent les efforts, alors je ne sais plus où c'était, on voit une courbe à un moment donné, bon, en gros, voilà, on voit ils ont un PC à côté, et avec un capteur 6 axes, ils relèvent les données, donc ça, il faut quand même les stocker dans des variables, et l'enregistrement, c'est pas les fonctions de base des cobots, quoi. C'est quelque chose de très spécifique. Donc, quand il y a quelque chose de spécifique à l'application, il faut le coder. En tout cas, c'est généralement comme ça qu'on s'en sort, quoi. Voilà, là, on voit qu'ils font du relevé de mesure, quoi. Donc, il s'agit de mettre toutes ces variables et toutes ces données quelque part. Donc, pour résumer, c'est pas pour la trajectoire qu'on va programmer le robot. La trajectoire apprise à la main, ça peut aller. C'est plutôt pour des fonctions complémentaires au mouvement. Ouais. On va être amené à programmer le robot. Là, il s'agit d'une autre cellule donc qu'on a faite l'été dernier et qu'on a installée à l'automne dernier. Donc, il s'agissait d'une cellule d'assemblage de pick and place. On voit une photo en bas à droite, là où on a un AGV avec donc le MIR100 avec un robot Universal Robot dessus, qui amène des boîtes remplies de différents éléments à l'opérateur. L'opérateur va récupérer les boîtes et les dispatcher sur des zones de vision. On voit une photo au milieu en bas, là, avec la détection des différentes pièces. Donc on apprend une forme à la caméra.
et on donne des coordonnées au robot en disant bah, va chercher telle pièce, et en fait, à la fin, il fait un assemblage. Donc, il s'agit de porte-clés, en fait, c'est des petits porte-clés. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, pour appeler vos clés ou pour. On appelle les clés avec le téléphone et avec le porte-clés, on appelle le téléphone. Comme ça, si on a perdu l'un ou l'autre, c'est pratique. Et bon, ça, c'était plus pour l'aspect démo, on va dire. Et le robot vient assembler ces différents clips. Et c'est vrai que bah là, c'est pareil, on a utilisé un peu de compliance pour, vu que c'est un mouvement assez fin à faire, il faut que le robot vienne clipser chaque capot du porte-clés d'un côté et de l'autre, afin de. Donc ces porte-clés, ces capots sont fabriqués, on voit une petite photo, un synopsis. Alors, c'est produit par un centre d'usinage et par de la découpe laser et de l'impression 3D. Donc tout ça, voilà, c'est un peu c'est ancré dans zéro. Et donc le robot assemble ces différents éléments et appelle l'opérateur quand il a besoin qu'on lui redonne, qu'on lui réalimente la ligne avec les éléments à assembler, par exemple. Là-dessus, il s'agit donc toujours au même endroit, au CFA de Bretagne, donc une opération de pick and place. Alors c'est vrai que j'aurais pu mettre une vidéo dessus. On en a une d'ailleurs qui est très bien faite, je ne l'ai pas mise. Ah mais sinon, si, c'est celle-ci, pardon. J'avais pas vu que c'était rien. Je voulais faire défiler, je vais essayer de commenter. Là, c'est la vidéo complète, Olivier. Comment? C'est la vidéo complète, là. C'est la vidéo complète, ouais. Bon, je vais peut-être pas tout passer, hein, mais donc on va voir son environnement. Vous la retrouvez de toute façon sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, elles y sont les vidéos. Voilà, donc c'est une ligne d'assemblage un peu type agroalimentaire, mais enfin bon, vu que là c'est pour l'éducation, il s'agit de palets bretons imprimés en 3D. Donc, le Kobo qu'on voyait juste avant, je vais revenir un peu. Donc c'est un UR, Universal Robot. C'est lui qui d'ailleurs a le scrutateur. Là, si on s'approche trop de lui, il va ralentir. Je pense que c'est le cas d'ailleurs de la personne qui filme. Et à l'intérieur, on a un Stobli qui vient faire de la prise à la volée sur le convoyeur et faire le conditionnement. Voilà, donc tout ça entouré de technologie 4.0 avec voilà, de la réalité augmentée pour la maintenance, voilà, avec des étapes qui apparaissent. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là il y a beaucoup de choses autour et on va sortir de la copotique. Mais c'était pour vous montrer un peu l'application. C'est une usine pédagogique 4.0, donc elle intègre toutes les fonctionnalités attendues dans l'industrie 4.0. Et pour info, donc l'UR, on voit qu'il a une caméra. Hein. Donc c'est pareil. Hein. On a beaucoup de l'aspect vision qui est utilisé par les robots. Là, par les deux, hein, clairement. L'UR utilise une caméra pour venir les sélectionner dans du débraquage 2D. Et le Stobli derrière, lui, pour la prise à la volée, il a aussi sa propre caméra. Donc c'est aussi un aspect très présent de plus en plus. Alors ça concerne aussi la robotique industrielle classique. Hein. On en voit dans les deux. Bah, c'est vrai que pour les logos, on utilise beaucoup la caméra aussi pour relocaliser les logos. Si on a un robot sur un chariot, on le bouge d'un endroit à un autre. Pour qu'il se repositionne précisément, on va prendre des photos de repères qu'on a placés dans l'environnement et il va pouvoir précisément derrière manipuler les outils qu'on lui fait manipuler. Une autre cellule qui est encore en cours de développement et qui a un peu été stoppée malheureusement par la crise sanitaire, c'est au CFI de Provence à Istres. Donc il s'agit d'acheminer des éléments produits de personnalisation. On fait une commande de peau sur notre ligne Hermaflex et on dit, par exemple, je veux placer des surbouchons imprimés en 3D en personnalisant, en mettant le logo du client, etc. Donc on imprime ça en 3D, le robot vient les récupérer et il achemine donc par la transitique les différents convoyeurs. On voit un petit schéma en bas. Voilà. Donc il peut intervenir à différents endroits sur la ligne. Il vient déposer tout ça en fonction de la commande. Voilà,
Il s'agit des exemples qu'on vous avait donnés comme réalisation chez nous. Donc, s'il y a les questions-réponses, c'est le moment. Fred, Tout à si tu veux fait. prendre le relais. Ouais, tout à fait. On a une petite question là, au passage en disant quand on parlait de devenir, on va dire, avec du robot industriel, on nous faisait remarquer, c'était pas une question, on nous faisait remarquer par exemple, Pascal, quand tu disais on meurt de tension, etc., on a des modes quand même sur les robots industriels qui nous permettent de pouvoir intervenir dans la cellule avec des vitesses très faibles sur du robot Oui. industriel. Voilà. Alors, il y a deux choses. Là, on a les replis automatiques, où, bon, là, c'est pour l'intégrateur, c'est quelque chose, c'est une couche de plus à gérer. Donc, c'est quand même, quand c'est automatisé et que c'est bien fait, c'est très bien. Par contre, voilà, il faut que ce soit très bien fait parce que si le robot fait un repli automatique et que les points sont mal faits, qu'il y a beaucoup de points, il peut tout arracher, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont des modes, typiquement pendant l'apprentissage. Je prends l'exemple de ce que je connais le mieux chez KUKA, même chez les robots industriels, ils ont tout ça. Un mode où on bride la vitesse à 30%, parce qu'il faut bien aller à côté du robot pour prendre les points avec précision, pour le pick and place par exemple. Ou autre. Et là, effectivement, ça bride le robot, mais il s'agit d'un mode qui n'est pas automatique. C'est bien un mode d'apprentissage. Donc c'est un petit peu différent. Ça peut s'assimiler au mode de vigilance quand on apprend au Kobo les différents points à la main. Effectivement, c'est un peu comparable. Mais c'est différent, je trouve, en termes de. Parce que là, il y a une config de sécurité, vraiment une couche par-dessus. D'ailleurs, les configurations de sécurité, souvent, on les protège par des mots de passe pour les Kobo. Ou par un identifiant unique qui change. Si on a changé la config de sécurité, on fait évoluer cet identifiant unique. Et quand l'intégrateur a livré la machine, s'il voit que la configuration de sécurité a changé, c'est là où il pourra un petit peu se dédouaner de dire quelqu'un a touché à cette configuration. C'est l'aspect supplémentaire chez les Kobo. Tout à l'heure, tu parlais des détecteurs SIC sur l'environnement. On me pose une question, quelle est la fiabilité de cette typologie de capteur, enfin, ou du capteur SIC que tu as utilisé là, sur la détection de l'environnement? Alors, quelle est la fiabilité du capteur? C'est ça la question? Ouais. Quelle est la fiabilité de détection sur l'environnement? Alors, j'ai pas de grandeur associée à cette fiabilité, mais il y a quand même, c'est des outils de sécurité qui sont approuvés par le constructeur. Donc, en gros, il y a un aspect temps réel à retenir. C'est-à-dire que le moment où il y a un temps minimal de réponse entre le moment où il va y avoir un humain qui pénètre dans la zone et le moment où c'est détecté, chez le constructeur, il y a toute une batterie de tests, des bancs de tests qui testent ces capteurs en disant voilà le temps de réponse minimal pour qu'il y ait un arrêt de stop 1, il faudra qu'il sera de temps. Alors ça dépend un peu de chaque constructeur. Mais le point à retenir, c'est plutôt est-ce qu'il peut faire un arrêt de stop 1? C'est ça en fait. Donc en un temps minimum. Alors, juste, c'est des capteurs de sécurité, donc c'est des capteurs qui sont redondés et qui répondent à toutes les normes de sécurité. De la redondance, ouais. Des capteurs de sécurité. Alors, j'essaye de regarder un petit peu les questions en même temps de les regrouper. Alors, moi, je vois, il y a une question sur la maintenance. Voilà, tout à fait. La maintenance préventive et sur la maintenance préventive au niveau des cobots, un petit peu. Alors, moi, je ne les connais pas tous. Olivier, tu préciseras peut-être. Je sais par exemple que un robot Franca, donc un Kobo Franca, c'est garanti 20 000 heures d'utilisation sans maintenance. Donc, c'est des robots qui sont éprouvés. Et ensuite, il y a un plan de maintenance qui est fourni avec le robot. Donc, au bout de 20 000 heures, vous avez tel et tel type de composant à changer, telle courroie, ou après, ça dépend du robot. Après, il faut regarder le MTBF des différents robots. Mais c'est vrai qu'ils MTBF, ont… Pardon?
MTBF, ça veut dire quoi? MTBF, c'est Manufacturing Time. En gros, c'est le temps minimum de fabrication entre deux pannes. Et c'est un peu ce sur quoi communiquent les robots industriels. Et c'est vrai que dans la cobotique, j'ai moins vu cet aspect-là. Voilà, on nous aide à Time between mean time failure. between failure. Voilà. Mean time between Merci. failure. Merci. Voilà, J'y étais pas merci. du tout. Mean time between failure. Donc voilà, c'est ça, c'est le temps minimum entre deux pannes. En gros, c'est tout combien de temps on fait de la maintenance dessus, quoi. Donc ça, ouais, c'est vrai que chez les cobots, par exemple, sur le LBR de Kuka, qui est le robot sur lequel j'ai le plus travaillé, il n'y a pas d'intervention de maintenance dessus. Alors, est-ce que c'est la technologie qui est intégrée à ça qui veut ça? Ça, je l'ignore un peu. Alors après, on nous a posé une question là, en termes de prix. Pour un lycée, quelle est la référence du cobot entrée de gamme chez ERM et en prix TTC? Alors, c'est dur de parler de prix parce que en fait, on va sur les robots présentés, où tout à l'heure on avait une voilà, de tout l'ensemble des robots, on va varier. L'entrée de gamme, c'est le Dobot M1, où on va être dans les 5-6 000 euros à peu près. Et ensuite, on peut monter jusqu'à enfin, je sais pas, j'ai 50. Ouais, après, ça dépend si on prend le Voilà. robot seul, ça dépend si on prend le robot seul ou avec une application, mais c'est vrai que c'est au moins 10 000 euros. Voilà. Souvent, après, ça monte à donc 20, 30, 30 000 suivant le robot et sa technologie. Et après, les cellules robotisées, même ou avec des cobots, il faut rajouter un peu l'intégration autour, quoi. Donc, on arrive plus dans les 40, 50 000 euros. Donc là, il s'agirait plus de nous dire quel robot vous intéresse dans tout ça, quelle est votre application. Et là, Voilà, tout à fait. commercialement, Après, voilà, si c'est pour. vous pouvez revenir vers nos commerciaux. Voilà, tout à fait. Vous pouvez revenir vers les commerciaux là, qui sont présents. On note votre nom et le robot qui vous intéresse, et on revient vers vous. Voilà. Ce qu'il faut savoir, là, si jamais c'est un robot dédié à l'enseignement, l'apprentissage, etc., tout ça, il y a eu vraiment de l'entrée de gamme avec le M1 là, de chez Debot qui va très bien. D'ailleurs, on avait une petite question par rapport à ça. Quelle est la spécificité non, j'ai perdu. Voilà, on avait en fait une diapo avec un sort de convertisseur Scratch vers le code. Oui. Vous tapez son nom, en fait, voilà. Donc, en fait, c'était du Blockly, hein, Oui. la diapo. C'est du code. Et qui, derrière, souvent, génère, voilà, c'est celle qui était. C'est d'après. Là, donc, on a du Blockly. Et derrière, souvent, c'est du code de JavaScript qui est généré à partir de ce Blockly. Souvent, je parle sous le contrôle d'Olivier, qui l'a mis en œuvre. Ça, c'est des outils de programmation spécifiques donnés par les constructeurs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tel ou tel constructeur vous donne l'outil qui va avec. Hein. Tout à l'heure, tu m'as tourné une petite perche hein, sur dès le collège et avec la gamme de bots. Hein, on va avoir du mélange, voilà, justement, d'un Scratch Blockly. Alors, il faut savoir, Scratch et Blockly, c'est la même chose. Hein, c'est de la programmation graphique sous forme de petits pulses. Scratch, c'est MIT. Blockly, c'est Google. Et on retrouve par exemple ça sur les deux bots. Et derrière, après, ça monte, pourquoi pas, également vers la programmation. Voilà. Ça, c'est sur des robots peut-être un peu plus, entre guillemets, d'entrée de gamme, je dirais. Sur des robots vraiment où il y a un prix plus conséquent, où il y a un aspect de sécurité peut-être plus fort et plus production, ils ont généralement leur propre langage ou en tout cas leur propre programmation graphique. Là, on voit un exemple en bas à droite, c'est du Java, mais la programmation graphique, c'est un package spécifique au constructeur qui s'appelle Application Block. On a d'autres constructeurs, par exemple Omron, je vous en parlais, voilà, ils ont leur propre
leur propre script qui ressemble beaucoup voilà, à du langage procédural, à du C. Qu'est-ce qu'on a d'autre enfin, voilà, souvent, quand on commence un peu à monter dans la gamme, c'est souvent voilà, leur propre langage graphique, parce que Blockly, ça peut être commun à plusieurs robots. Et après, bah, ça peut être un langage connu, C, C++, Java, que sais-je, ou leur propre langage. Il me semble que Franca, ça ressemble à du Lua, Ça. mais ils ont leur propre nom de langage. Ça doit être une surcouche à Lua peut-être. Donc voilà, c'est chacun un peu son propre langage et voilà, c'est spécifique. Donc ça peut être plus ou moins compliqué en fonction de. Après, on avait une question. Vous utilisez que des capteurs de sécurité. Alors, si on pouvait me la repréciser un peu plus. Bah, euh, pour la sécurité, on utilise des capteurs de sécurité, oui. Et pour les fonctions du robot, Voilà, après, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque robot, derrière, donc c'est aussi, enfin, attention, je parle sous le contrôle de Pascal et Olivier, qui sont là, si jamais je dis une bêtise, vous me relevez, mais chaque robot collaboratif a souvent donc une détection d'effort. Cette détection d'effort, en fait, soit fait par des pots capacitifs, comme on a vu tout à l'heure là, dans le slide que nous disait Olivier, ou après, des fois, on a de la mesure de couple directe sur les actionneurs, enfin, sur les effecteurs. Après, on va dire les technologies justement de détection sont souvent un peu particulières en fonction de chaque fabricant. Quelque chose de commun qu'on a, c'est de la détection de couple dans chaque axe. Ça, c'est de la mesure de courant par shunt. Donc, c'est ce qu'il y a de plus précis généralement pour mesurer le courant très précisément, voilà, avec beaucoup d'échantillonnage pour détecter s'il y a un pic élevé, donc un effort détecté sur tel ou tel axe. Et les gros constructeurs, ouais, ils ont tendance à combiner le calcul qu'il y a sur chaque axe avec le modèle géométrique inverse, pour ceux qui connaissent, pour détecter dans quelle direction on reçoit l'effort, X, Y, Z, en bas ou en haut en négatif. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'un peu commun. Et après, effectivement, il y a des capteurs de sécurité qui se rajoutent à ça. Fred, tu as parlé de la peau capacitive, ça en fait partie. Le scrutateur, la caméra de sécurité qui est au-dessus, les dalles de sécurité en bas. Donc voilà, mais ça dépend de comment on intègre le robot, encore une fois. Il faut faire une analyse des risques au cas par cas presque. alors après, il y a aussi certains cobots qui ont les capteurs d'effort quand même. Oui, là, voilà, c'est ça. Si on Il y en a. prend chez Kinova, si je ne m'abuse, chez Kinova, on a des, enfin, le constructeur dit qu'il a des capteurs d'effort de couple sur chacun des effecteurs et sur chacun des effecteurs. C'est pas fait par du courant, c'est fait vraiment par du Certains. Certains constructeurs l'ont, effectivement. voilà, certains constructeurs l'ont. En tout cas, OIVA, ouais, par après exemple. la techno, ça peut varier, mais souvent c'est axe par axe. Voilà. Oui, oui. On me disait sur le slide de 20, vous évoquez une analyse de risque spécifique, mais toute la conception doit faire l'objet d'une analyse de risque. Cette intégration est-elle spécifique puisqu'elle doit aussi englober toutes les parties de l'application robot? J'ai envie de dire oui. Alors après, nous, à partir du moment où. Alors moi, je ne sais pas si c'est la peine de revenir sur la slide, mais euh, je vais, euh, je vais revenir dessus manuellement, entre guillemets. Slide 20, oui, bah, j'ai dû mettre une photo d'une analyse des risques. Voilà, Bah, tout à nous, fait. c'est ça, hein, on a pour nos cellules ouais, une étude au cas par cas, quoi. Ça dépend vraiment bah, déjà de l'actionneur, encore une fois. L'actionneur, s'il porte quelque chose qui pèse 30 grammes et s'il porte quelque chose qui pèse 1 kg, eh ben, l'analyse des risques va sûrement être différente. Donc, de toute manière, c'est au cas par cas l'analyse des risques, l'étude sur la sécurité. Par contre, bah, une fois qu'on l'aura décliné pour un robot en série, l'analyse des risques sera pareil pour tous ces robots-là, quoi. Donc, on n'a pas encore vraiment. Enfin, on a des cellules robots collaboratifs dans le catalogue.
Mais on en est quand même bien, voilà, on est encore dans l'innovation, on est encore au début des robots collaboratifs. C'est assez frais chez nous, donc on n'a pas eu de grosses séries de cellules robotisées de cobots. Donc je ne sais pas si on pourrait appeler ça des cellules, du coup, vu que maintenant il n'y a plus de cellules, mais c'est de toute manière du cas par cas. Voilà, pour répondre à la question. Après, il faut, enfin, moi, ce que je vois aussi, le côté que je vois, en fait, c'est l'application qui doit être collaborative. Donc, c'est ça que tu voulais dire, Olivier. Donc, c'est propre à l'application. Mais cette étude, elle va aussi être propre à comment on va utiliser le Kobo parmi les 5 cas d'usage qu'a référencé Olivier. On n'apprendra pas l'étude de la même manière pour le cas d'usage 1 que pour le cas d'usage 5. Et donc, en ça, elle est spécifique, même si ça reste un Kobo, elle est spécifique à comment on va utiliser le Kobo. Voilà, et puis de toute manière, s'il y a une configuration de sécurité, je vous parlais tout à l'heure d'identifiant unique qui peut être généré, alors suivant les constructeurs, pour dire voilà, je fige la configuration de sécurité. Bah, ce code, lui, il va changer entre chaque robot. Et pour chaque robot, si on fait une certification, on aura un code d'identifiant unique, un hash, on appelle ça, un hash différent. Et là, même si c'est une machine qui est faite en série, si on veut la certifier, il faut que ce soit fait. Voilà. Ensuite, on me pose une autre question. Je ne sais pas si on pourra. Attention, parce que là, vous savez, on n'a peut-être pas les réponses. On n'a peut-être pas les réponses à tout. Hein. Mais si on se place au niveau technicien, d'accord? Et plus particulièrement dans les filières de maintenance, hein, donc maintenance des équipements industriels qui devient maintenant le MSPC dans les systèmes de production connectés. Quelles sont les spécificités de la cobotique par rapport à du robot classique au niveau de la maintenance et ou de la sécurité? Alors, est-ce que tu peux me reposer la question, s'il te plaît? Entre guillemets, alors j'ai simplifié, je pense avoir compris la question, et je vais essayer de la simplifier. Au niveau de la maintenance, hein, au niveau de la maintenance, qu'est-ce qu'on peut apprendre à des techniciens, donc niveau bac, avec des cobots? Qu'est-ce qui différencie le Kobo du robot industriel? C'est plutôt ça. Voilà, oui, au niveau de la maintenance, mais à un niveau bac, voilà. Pas un niveau technicien. Bah, typiquement, je pense que typiquement l'analyse des risques peut être intéressante, justement. Mais là, tu n'es pas sur la maintenance. On est non, mais bon, il y a alors, la maintenance. À la sécurité. On est sur la sécurité. C'est encore une fois peut-être pas un peu plus fermé, quoi, mais sur certains cobos, j'ai pas trop vu d'aspect de maintenance parce qu'on en est au début et que peut-être les constructeurs veulent un peu se le réserver. Mais je répondais sur l'aspect qu'est-ce qu'on peut leur faire sur l'aspect sécurité, c'est ça, quoi. C'est l'étude des sécurités qu'il y a autour. Voilà. Alors, je pense également, enfin, dans ce qu'on voit apparaître, alors, dans ce qu'on voit apparaître, je vais essayer d'amener ma pierre à l'édifice, hein, c'est souvent de plus en plus aussi ces robots collaboratifs, donc sont dans l'industrie 4.0 et il y a souvent de la remontée d'informations de plus en plus sur des plateformes sur des plateformes constructeurs, d'aide, etc., hein, où justement on va avoir accès au nombre d'heures d'utilisation, accès à tout un tas de paramètres du robot et qui vont pouvoir déclencher de la maintenance préventive ou pas sur ces robots. Donc, d'une manière plus globale, en fait, au niveau technicien de maintenance, et il va avoir accès via le technicien supérieur, enfin voilà, via le chef d'équipe, à des informations qui reviennent sur la plateforme issues de certains robots collaboratifs, hein, qui sont bien souvent beaucoup plus communicants que n'étaient communicants de la robotique industrielle. Je parle sous votre contrôle, Pascal. Je sais pas si. Je suis d'accord avec ça. Et même moi, je dirais les procédures. Il y a c'est pas la même approche. Alors moi, je parlerai de procédures. Donc méthodologie qui sera différente sur un robot industriel et sur un robot collaboratif parce que c'est pas le même environnement. Et du coup, j'en viens à l'environnement. Tout ce qui est système de capteurs, tout ce qui est l'environnement autour du robot. Pour moi, il est assez différent
les capteurs qu'on va rajouter, les protocoles, les langages, plus axés vers les systèmes communicants. Donc, en fait, tout ce qui est autour du robot va pour moi, pas mal changer d'un robot collaboratif à un robot industriel. Alors après, il faut comparer ce qui est comparable. Ça dépend un peu des cas d'application, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à faire sur l'environnement autour du robot dans la cobotique. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bac pro MSPC, si je ne m'abuse, n'est pas encore sorti officiellement. Et donc, dès qu'il sortira officiellement, nous pourrons, ça se référence, nous pourrons vraiment le regarder de plus près, hein, et voir en fait ce qui est faisable par nos connaissances techniques pour les robots et vous, vos exigences d'acquisition de compétences et de connaissances par rapport à vos référentiels, hein, de mettre derrière en place des activités pratiques dessus. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que j'ai vu tout à l'heure que Pascal nous a représenté, où il nous parlait le nombre de cobots et le nombre de robots industriels, hein, en comparant sur l'espace de 2 ans, si ma mémoire ne me fait pas défaut, mais on avait une progression de, je crois, 25% ou 30% de robots industriels, alors que sur les cobots, on avait 300%. C'était x3 quasiment. C'était x3. Donc, alors, j'ai plus de choses. Sur 2020, on attend à peu près 40 000 cobots. Donc, c'était 9 000 en 2017. Hein. C'est ça. Après, on passe après à 40 000 cobots en 2020 et à l'horizon 2025, on attend à peu près 150 000 cobots vendus par an. Donc, effectivement, c'est une forte croissance. Voilà. Une autre chose dont on n'a pas trop parlé, alors on m'indique, hein, le bac pro MSPC, il y a le report d'1 an avec la période que nous traversons. Une autre chose dont on n'a pas trop discuté sur l'aspect collaboratif, alors c'était orienté à l'aspect robot collaboratif, mais dans les usages aussi, ce que l'on voit de plus en plus, c'est quand vous avez un robot collaboratif sur un chariot automatique AGV, hein, ce qu'on appelle, c'est bien souvent le robot peut être lié à plusieurs tâches sur une ligne de production. C'est-à-dire qu'on peut très bien le mettre à l'alimentation d'une chaîne, on peut très bien le déplacer dans l'assemblage, comme également le mettre, le même robot, hein, en sortie de chaîne. Donc, on a montré des cas différents, mais c'est vrai qu'on n'a pas mis le doigt dessus, mais c'est vrai le chariot peut juste amener à un opérateur des éléments de montage, des choses pour la ligne, ou on peut carrément mettre le bras robot dessus et faire intervenir directement, ce qui est quand même souvent plus compliqué, mais ça se fait. C'est vrai que ça, c'est quand même une grande différence, parce qu'en fait, on fait l'acquisition d'un robot auquel on va lui donner plusieurs tâches. Hein. Je vois aussi là une question là, sur pourquoi n'intégrez-vous pas l'ABB type Yumi. Alors, voilà, je vais répondre en direct, j'ai préparé la réponse là, mais en gros, on n'a pas eu l'occasion pour le moment de travailler avec. Moi, personnellement, je l'ai vu fonctionner. Il faut dire quand même qu'il est assez cher. Donc, bon, peut-être c'est pour ça aussi qu'on n'a pas encore eu la demande. On l'a vu pourtant, je crois qu'ils l'ont comment ça s'appelle, au CFA de Bretagne, à l'UMM de Bretagne, à Bru. Mais il n'y a pas d'intégration dessus faite. Ils les ont juste et ils vont créer leur propre programme. Donc, on n'a pas encore eu l'occasion. Et il faut dire aussi qu'il a une capacité très limitée en termes de charge. Je crois que c'est 500 grammes maximum. C'est ça, c'est très faible. C'est ça qui limite un peu le truc, mais peut-être qu'on aura l'occasion de travailler avec. Donc on n'est pas fermé. Il n'empêche que bon, c'est manipuler 500 grammes maximum, ça reste assez limitant, je trouve. Même si j'ai trouvé le robot intéressant et surtout assez précis, mine de rien pour un coco. Donc voilà, j'envoie la réponse. Voilà, c'est super. Voilà, donc ensuite on me disait, oui, de toute façon, l'intégration de la maintenance à la conception, ça c'est sûr et certain, c'est que dès qu'on conçoit quelque chose, de toute façon, hein, on pense directement aux aspects de maintenance. Fred, je pense que ça, c'était qui répondait à la question
sur la C'est maintenance une du question début. du coup, mais ouais, c'est quelqu'un qui répondait à l'autre personne. D'accord, voilà. Et c'est une bonne réponse. Et c'est une très bonne réponse qu'on n'a pas donnée. Merci. Il Voilà. existe des bras Alors robotiques. après, il nous reste une dernière question. Entre-temps, il y a Laurence, il y a Laurence, il y a Laurence Moulac qui vous a donné ses coordonnées sur le chat. Il y a Hugo Juano également. Autrement, vous n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, on va dire plus commerciales, dans le mail de confirmation d'inscription, vous aviez mon adresse email. Hein, vous m'envoyez et je leur retransfère et il sera un plaisir de pouvoir vous renseigner. Et ensuite, une question disait, est-ce qu'il y a des robots, alors existe-t-il des robots inertes qui seraient à la vente? L'objectif, c'est de faire... Je vois très bien cette question. c'est pour faire du montage, Non, 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 je vois. Alors, moi j'ai vu ça. Alors, malheureusement, pas encore une fois, les cobots, les robots collaboratifs, c'est encore assez frais. Donc, les constructeurs sont un peu frileux à donner un bras ou une partie à étudier. Par contre, ça se fait très bien sur des robots industriels tout court. Donc, les bras robotisés, oui, ça existe à la vente. On a eu la demande, c'est un peu plus compliqué, mais on y travaille. Et moi, j'ai vu ça. Où est-ce que j'ai vu ça à Reichshofen, à leur centre de formation. Ils avaient un robot démonté, donc ça se fait. Mais on a eu plusieurs fois cette question. Donc, très sérieusement, on y travaille, on sait que c'est possible. Merci. Avec les cobots, un peu moins, ça existe, c'est un peu moins courant. Encore une fois, parce que ça reste assez innovant, assez récent. Pour répondre à. Je, je vais répondre à cette question en direct. Je pense qu'on aura tout traité. Donc, super. Voilà, et ben il est midi et quart. Hein, on a été un peu plus long, ils ont été un peu plus bavards. Ouais. Un peu plus bavard Pascal et lui, mais de toute façon, le sujet était très intéressant et moi, encore une fois de plus, au travers de tous ces webinaires, j'apprends plein de choses. Hein, et donc, moi, je tiens à les remercier grandement pour leur présentation qui nous permet de voir vraiment un tour d'horizon, hein, qui montre également que ces robots collaboratifs, il ne faut pas les ignorer. Il ne faut pas les ignorer, dans l'industrie, il ne faut pas les ignorer, à mon avis, non plus, dans les formations. Hein. Pour moi, l'un va avec l'autre. Hein. Voilà, on est intégrateur de plusieurs types de robots. On est complètement ouvert. Olivier, voilà, comme je disais, ça fait un plaisir à chaque fois d'intégrer de nouveaux robots. Hein, et c'était et c'est super. Voilà. Donc, je montrais juste nos partenaires, Fred, à la fin. Alors, j'espère que, bon, j'en ai peut-être oublié, mais bon, il y en a la plupart. Notamment, là, très récemment, Homerun, OnRobot. Alors, pas le robotics, ça doit être toi qui connais surtout, Pascal. Ouais. Et je mets les coordonnées de nos commerciaux, voilà, dont et les différentes personnes présentes à ce webinaire. Voilà, donc comme on est toujours enregistré dans l'enregistrement vidéo, là, si vous voulez, donc, si vous voulez revoir les coordonnées de Hugo, Lionel, Laurence et Pascal, donc ici présent, voilà, vous avez leurs coordonnées et email ainsi que leurs coordonnées téléphoniques. Donc, en tous les cas, merci pour votre présence. Merci à Pascal et Olivier pour ce gros travail de tour d'horizon des robots. Merci Frédéric, merci à tous. De leurs usages. Juste pour information pour ceux qui restent encore en ligne, donc le prochain webinaire sera sur les IoT, mais alors l'Internet des objets connectés, mais alors on va dire pas d'un point de vue grand public, hein, comme vous pouvez trouver une station météo connectée, des choses comme ça, mais d'un point de vue, on va dire, industriel. Hein, donc des capteurs de plus en plus intelligents que l'on retrouve sur des chaînes de production, hein, et dont il est possible de faire remonter des informations. Ce webinaire aura lieu le 19 mai 2020 à 10h30. Voilà. Je pense avoir fait le tour.
Encore une fois, merci à tous. Et je vous souhaite un bon appétit et puis à bientôt. Et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des compléments d'information que vous souhaitez. Voilà. Merci, au revoir. Merci Pascal. Merci Olivier. Allez, au revoir à tous et à bientôt.